Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans cette merveilleuse maison de la poésie. Je suis Philippe Robinet et au nom des éditions Calman-Lévy, je suis très heureux de vous accueillir ici pour un moment qui est un moment de l'histoire de la maison Calman-Lévy. Calman-Lévy a été créée en 1836 et depuis 1836, Calman-Lévy a une histoire, une longue histoire avec la poésie. Il y a quelques mois, nous avons fêté le bicentenaire de Charles Baudelaire qui a confié à Michel Lévy l'édition définitive de ces Fleurs du Mal. Et d'ailleurs, le professeur Brunel, qui est parmi nous ce soir, on a fait beaucoup de textes et il nous a permis de mieux comprendre cette histoire, l'histoire d'une maison d'édition et l'histoire de la poésie. Et c'est ce fil-là qu'on va continuer à tisser ce soir, parce que tout au long de notre histoire, tout au long de cette histoire, encore une fois, depuis 1836, il y a eu des poètes. Et il y a quelque temps, on vous en parlera tout à l'heure, on a eu une rencontre avec Philippe Torreton. Et cette rencontre avec Philippe Torreton, c'est une rencontre dont on va vous parler ce soir, une rencontre qui met autour de nous 150 poètes, plus de 300 poèmes, dans un livre qui sort cette semaine. Mais surtout, ce soir, vous allez aussi avoir des surprises. Car vous venez pour entendre Philippe, vous allez l'entendre dans quelques instants, vous allez voir que dans la générosité de Philippe, de ses amis, tout au long de cette soirée, il y a pas mal de petites surprises qui vont égrener ce chemin de la poésie. Alors tout de suite, je vais vous laisser avec Philippe Torreton, qui va nous emmener dans cette barque de poésie, dans ce voyage qu'il nous a préparé ce soir. Et donc je vous prie d'accueillir Philippe Torreton. Bonsoir, merci d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous ai préparé un petit florilège. Exprès, je ne vais pas annoncer les auteurs, les poètes et les poétesses. J'ai envie d'une voix commune et d'oreilles fraîches par rapport à ces textes. Mon cœur est si plein de joie qu'il trompe nature. Le frimac est-il pour moi ? Blanche fleur, jaune, vermeil, plus il vente, plus il pleut, plus je suis heureux. Ma valeur grandit aussi, et mon chant s'épure. Mon cœur est tant amoureux, tant pris de joie douce, que gelée me semble fleur, et neige verdure. Je puis aller sans habit, nu dans ma chemise, car me garde pur amour de la froide bise. Mais est fou qui sans mesure passe la raison, j'ai donc souci de moi-même, dès lors que je prie d'amour vrai la toute belle, dont j'espère tout, car pour un pareil trésor, je donnerai Pise. Elle me refuse amitié, mais je garde foi, car d'elle au moins j'ai gagné la joie de la voir. Et tant d'aise est dans mon cœur, que séparé d'elle, je ne pense qu'au bonheur de la retrouver. Mon cœur est près d'amour, tout en sa présence. Mais hélas, mon corps est loin, bien loin d'elle, en France. Je garde bonne espérance, qui m'aide bien peu, car mon âme, hélas, balance comme nef en mer. Du souci qui me harcèle, comment m'abriter ? La nuit venue, il me jette au bas de mon lit. J'endure plus de chagrin que Tristan l'amant, qui souffrit 1000 tourments pour Iseult la blonde. Adieu, que ne suis-je oiseau ? J'ouvrirai mes ailes et j'irai à travers nuit jusqu'à sa maison. Bonne dame si joyeuse, votre amant se meurt. Mon cœur sera tôt fendu si mon mal s'obstine. Madame, je joins les mains, je vous prie d'amour. Beau corps aux fraîches couleurs, grand mal vous me faites. Mon messager va et court, dit à dame belle que je souffre, à cause d'elle, le mal des martyrs. J'ai subi un cruel tourment pour un chevalier que j'ai connu, et je veux que l'on sache à jamais combien je l'ai aimé, avec passion. Maintenant, je vois que je suis trahi pour ne pas lui avoir donné mon amour, ce qui m'a valu bien des peines, au lit aussi bien que vêtu. J'aimerais bien tenir un soir mon chevalier nu entre mes bras. Lui s'en tiendrait pour ravi si je lui servais seulement d'oreiller. J'en suis en effet plus éprise que Floire de blanches fleurs. Je lui donne mon cœur et mon amour, mon esprit, mes yeux et ma vie. Ami, cher, doux et bon, quand vous tiendrai-je en mon pouvoir, de manière à pouvoir coucher avec vous ce soir et vous donner un baiser d'amour. Sachez-le, j'aurais très envie de vous tenir au lieu de mon mari, à condition que vous m'ayez promis de faire tout ce que je voudrais.
Quand je vois le temps se refroidir et geler, et les arbres se dépouiller et l'hiver s'installer, alors je veux me mettre à l'aise et me reposer près du brasier d'un bon feu, avec du vin clair, dans une maison chaude à cause du temps mauvais. Qu'il ne connaisse jamais de pardon celui qui n'aime pas son bien-être. Je ne veux pas chevaucher et aller mettre le feu, car je hais faire la guerre, et lever des cris, et enlever du bétail, et faire du brigandage. Voilà une bien folle occupation que de tout dévaster. Les barons s'y mettent à toute occasion. Par suite de conseils déloyaux, ils suscitent guerre et conflit. Quand je suis près du brasier et que j'entends souffler le vent, et que je vois la broche toute chargée tourner sur le feu, et que l'on monte le bon vin du cellier, alors je veux boire et manger et me reposer près du feu de charbon. Si j'ai un chapon bien gras, je n'éprouve pas de démangeaison de partir à l'assaut d'un donjon. Que sont devenus mes amis, qui m'étaient si intimes et si chers? Je les ai perdus. Ces amis m'ont maltraité, car jamais, tant que Dieu m'a assailli de tous côtés, je n'en vis un seul chez moi. Je crois que le vent les a dispersés. L'amitié est morte. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, aussi furent-ils emportés. Si bien que jamais personne ne me consola, ni ne m'apporta un peu de son bien. Voici la leçon que j'en tire. Le peu qu'on a, un ami le prend, tandis qu'on se repent trop tard d'avoir dissipé sa fortune pour se faire des amis, car on ne les trouve pas décidés à vous aider, en tout ou en partie. Pour vivre en joyeuse vie, j'ai mis mon cœur en aimer, le meilleur qu'on puisse trouver. S'il n'est fait point de folie, nul ne m'en doit blâmer. Pour vivre en joyeuse vie, j'ai mis mon cœur en aimer. Et quand jeunesse m'en prie, amour le veut commander. Je ne m'en dois décorder. Pour vivre en joyeuse vie, j'ai mis mon cœur en aimer, le meilleur qu'on puisse trouver. Ici, puis là, en haut, en bas, de plus en plus, tout vient et va. On verra tous grands et menus, ici, puis là, en haut, en bas. Les temps déjà sont révolus, les neufs venus, et là, ici, puis là. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure, ma vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie, tout à coup je ris et je larmoie, et en plaisir maint grief, tourment j'endure, mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche et je verdoie. Ainsi amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être en haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Pourquoi pour mon malheur eus-je l'œil si léger? Pourquoi le sens si prompt et l'esprit si fragile que de voir, que d'aimer et que de m'engager à servir un bel œil d'un labeur inutile? Pour avoir vu, je meurs, mais d'une mort subtile qui renaît d'elle-même et ne fait que changer. Pour aimer, je me vois tous les jours outragé, et servant, je languis en ma prison servile. L'œil, le sens et l'esprit trop prompt, trop clair, trop vif, m'a trompé, m'a séduit, m'a fait être captif d'un attrait, d'un propos, d'un amoureux cordage. Pour avoir vu, aimé et servi son bel œil, l'ardeur, l'amour, les fers me mènent au cercueil. Dieu, faites pour le moins que la mort me soulage. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer est amère, et l'amour est amer. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage. Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer, qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer. Et tous deux, ils seront sans hasard de naufrage. La mer de l'amour eut la mer pour berceau. Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau. Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, ton amour qui me brûle est si fort douloureux que j'eusse éteint son feu.
de la mer de mes larmes. La vie est un instant, il faut en profiter. Rejeter avec soin tout préjugé nuisible, croire un Dieu bienfaisant, croire un ami possible, et connaître le prix du bonheur d'exister, caresser la folie, estimer la sagesse, aimer un seul objet, en être un peu jaloux, être toujours fidèle et jamais n'être époux, effleurer les talents, les aimer sans faiblesse, paraître indifférent sur le mépris des sots, avoir le cœur ouvert sur ses propres défauts, être content de soi mais sans trop le paraître. Enfin, se croire heureux, c'est le moyen de l'être. Voici 3 ans qu'est morte ma grand-mère, la bonne femme. Et quand on l'enterra, parents, amis, tout le monde pleura d'une douleur bien vraie et bien amère. Pour moi, j'errais dans la maison, surpris plus que chagrin. Et comme j'étais proche de son cercueil, quelqu'un me fit reproche de voir cela sans larmes et sans cris. Douleur bruyante et bien vite passée. Depuis 3 ans, d'autres affections, des biens, des maux, des révolutions, ont dans les cœurs sa mémoire effacée. Mais moi, j'y songe et la pleure souvent. Chez moi toujours, par le temps prenant force, ainsi qu'un nom taillé dans une écorce, son souvenir se creuse plus avant. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, oh le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison. Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux, celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain, étendre ses désirs comme un profond feuillage et sentir, par la nuit paisible et par l'orage, la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent des embruns et des pleurs, égoutter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans son cœur vif l'air, le feu et le sang tourbillonner ainsi que le vent sur la terre. S'élever au réel et pencher au mystère. Être le jour qui monte et l'ombre qui descend. Comme du pourpre au soir, aux couleurs de cerise, laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau. Et comme l'aube claire, appuyée au coteau, avoir l'âme qui rêve, au bord du monde, assise. Il pleut.
C'est merveilleux. Je t'aime. Nous resterons à la maison. Rien ne nous plaît plus que nous-mêmes par ce temps d'arrière-saison. Il pleut. Les taxis vont et viennent, on voit rouler les autobus, et les remorqueurs sur la Seine font un bruit qu'on ne s'entend plus. C'est merveilleux. Il pleut. J'écoute la pluie dont le crépitement heurte la vitre, goutte à goutte. Et tu me souris tendrement. Je t'aime. Oh, ce bruit d'eau qui pleure, qui sanglote comme un adieu. Tu vas me quitter tout à l'heure. On dirait qu'il pleut dans tes yeux. Sur le chemin de la mort, ma mère rencontra une grande banquise. Elle voulut parler. Il était déjà tard. Une grande banquise douate. Elle nous regarda, mon frère et moi, et puis elle pleura. Nous lui dîmes, mensonge vraiment absurde, que nous comprenions bien. Elle eut alors ce si gracieux sourire de toute jeune fille, qui était vraiment elle. Un si joli sourire, presque espiègle. Ensuite, elle fut prise dans l'opaque. Vous qui passez, habillés de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près, vous qui passez, animés d'une vie tumultueuse aux artères et bien collés au squelette, d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur renfrogné, vous êtes beau. Si quelconquement tout le monde, tellement beau d'être quelconque, diversement. Avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou, comment vous pardonnez d'être vivant? Vous qui passez, bien habillés de tous vos muscles, comment vous pardonnez? Ils sont morts, tous. Vous passez et vous buvez aux terrasses, vous êtes heureux, elles vous aiment, mauvaise humeur, souci d'argent. Comment vous pardonnez d'être vivant? Comment vous ferez-vous pardonner par ceux-là qui sont morts, pour que vous passiez, bien habillés de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeunes chaque printemps? Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que c'est trop bête à la fin, que tant soit mort, et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Quand l'horizon entre dans les yeux d'un homme, il incline son front sous les labours des sourcils. La tendresse d'être nu et seul au monde dévaste dans son regard toute forme d'orgueil et de dureté, toute mémoire, toute appartenance à l'ordre des choses. Le visage ainsi blessé retourne à l'air, à l'eau, au mouvement imperceptible du ciel. Les pupilles s'endorment comme des chiennes au pied du maître. Les mousses, les forêts, les lichens envahissent les cheveux, la barbe, les aspérités. La peau de mouton de l'âme se serre en écharpe autour du cou. Quand l'horizon entre dans les yeux d'un homme, rien. Il ne se passe rien, sauf un autre jour, une semaine, puis un mois, une vie entière. On a tort de croire aux anges, aux esprits, à l'apparition du miracle. Il suffit de croiser un visage
de tiges basses, de vergers qui pleurent au fond des yeux, de fumée sur les étangs pour vaciller à son tour, résister à l'envie de se jeter à genoux. Y a-t-il des prières pour les flaques, les hommes sans geste, les outils rouillés? Je prends ce visage pour moi, je le supplie de m'accueillir. Il me répond tout entier. Les mots qu'il prononce dans son silence portent le regard que je raconte ici. Merci. Je vois une chaise, je m'assois. Alors, il y a un petit programme. Eh bien, je sais pas, ça marche? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Et j'ai envie de demander à ma chérie, Elsa Boublil, de venir sur scène. Merci. C'était moi d'abord ? Ok. Je ne savais pas que c'était moi. Bonsoir. Je vais vous lire. J'ai passé derrière Philippe, c'est pas facile, mais je vais le faire quand même. Je vais vous lire Mon enfance de Barbara. J'ai eu tort. Je suis revenue dans cette ville, au loin, perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort. J'ai voulu revoir le coteau, où glissait le soir bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant comme au passé. J'ai marché, les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent, et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, et c'étaient les mêmes odeurs, et j'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps, j'ai fermé les yeux. Je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine, et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des sauges rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout. J'ai tout retrouvé. Hélas. La guerre nous avait jetés là. D'autres furent moins heureux, je crois, au temps joli de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ô mes printemps, ô mes soleils, ô mes folles années perdues, ô mes 15 ans, ô mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue. Ô les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou, tout. J'ai tout retrouvé, hélas. Il ne faut jamais revenir au temps caché des souvenirs du temps béni de son enfance, car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance, ce sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ô ma très chérie, ô ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse. Hélas, pourquoi suis-je donc revenue? Et seule, au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici, où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfance. Alors je vais peut-être juste vous dire, maintenant que je les ai dit, les poètes, que ça a commencé par un texte de Bernard de Ventadour du XIIe siècle,
Ensuite, nous avions Béatrice de Die, XIIe siècle également. Ensuite, Colin Musset, XIIIe siècle. Rutebeuf, le texte sur les amis. Agnès de Navarre, Pour vivre en joyeuse vie, XIVe siècle. Charles d'Orléans, XVe siècle, ici, puis là, en haut, en bas, etc. Louise Labbé, Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. XVIe siècle. Étienne Durand. Je vais m'y arrêter un petit peu parce que pendant cette année entière à faire cette anthologie, j'ai découvert évidemment plein de poètes, vous imaginez bien, et Étienne Durand, voilà, j'ai appris qu'il a eu le malheur d'écrire un texte pas très sympathique sur Louis XIII. Alors on l'a démembré vivant, brûlé avec ses livres, en place publique à 35 ans. Voilà, Étienne Durand. Quand il dit « Pourquoi pour mon malheur eus-je l'œil si léger ?» Voilà. Pierre de Marbeuf, Et la mer et l'amour, etc. Ensuite, Élisabeth Guibert, XVIIIe siècle. La vie est un instant, il faut en profiter, etc. J'ai pris ce texte de Gérard de Nerval, La grand-mère. Je trouvais tellement tout simple et émouvant. Paul Verlaine, évidemment. Ensuite, Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Charles Baudelaire, Élévation. Anna de Noailles, La vie profonde, être dans la nature ainsi qu'un arbre humain. Ensuite, Francis Carco, Il pleut, c'est merveilleux, je t'aime. Henri Michaud, le poème sur sa mère, sur le chemin de la mort. Charlotte Delbault, Vous qui passez bien habillés de tous vos muscles. Et j'ai terminé par un texte de Dominique Sampiero, qui est là avec nous ce soir et que je salue. Quand l'horizon entre les yeux d'un homme. Voilà, merci pour eux. Alors, et maintenant je demanderai bien à mon camarade Vincent Garanger, avec qui je joue en ce moment au théâtre, une pièce de Fabrice Melchior, de me rejoindre sur scène. Merci. Je dis de toi et de la rose. Mes poèmes sont évidents. Je dis toujours la même chose. La vie, l'amour, la mort, le temps. Prenant les phrases toutes faites, les vérités de tous les jours. Je ne suis ni ange ni bête, mais je me répète toujours. Je dis de toi et du bonheur et la chaleur d'être avec toi. Je dis de toi et du malheur, le tourment de n'être que moi. Je dis ce que chacun devine, l'ABC de la clé des champs. Le fil sans fin que j'embobine n'est qu'un gros fil cousu de blanc. Je me répète et recommence. Je ne dis que ce que je sais, mon souci, mon insouciance, mon embarras, c'est bien assez. Je me reprends sans fin ni cesse. Est-ce vraiment, vraiment le même qui dans sa fausse vraie paresse n'est que l'absence de soi-même? Toujours distrait si je médite, toujours ailleurs si je suis là. Qui donc en moi veille et persiste à être moi si malgré moi? Un jour vient où la persistance que j'avais cru perdre à tout vent devient le fil de la constance signant la trace d'un vivant. Ce n'est peut-être que ma mort qui saura bien photographier fini le jeu de Jean Trésor, cet inconnu qui m'échappait. Il dit toujours la même chose, il redécouvre à chaque instant
la même évidence morose, la même joie qui n'a qu'un temps. Mais un seul fruit songe et s'accroît dans la fleur en métamorphose, se répétant moins qu'on ne croit, disant toujours la même chose. Claude Roy. Et maintenant, nous accueillons Sophie Joubert. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci Philippe Torreton et merci à Elsa Boublil et Vincent Garanger pour cette première traversée de cette anthologie de la poésie française que vous publiez aux éditions Kahneman-Lévy. Le livre vient tout juste de sortir cette semaine. Alors, c'est un voyage à travers 10 siècles de poésie, du haut Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. De la chanson de Roland, c'est le premier à des textes d'enfants et d'adolescents écrits lors d'ateliers d'écriture. C'était important pour vous, hein, c'était au fond une espèce de regard vers l'avenir, une manière de mettre en avant des poètes en herbe. Et au fond, vous nous offrez votre subjectivité comme un cadeau à partager. Ce livre est très beau parce qu'il est très généreux, je trouve, parce qu'il n'est pas intimidant, parce qu'on a envie, regardez, je l'ai corné, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est bon signe, on a envie de l'emmener partout. Et puis, vous nous faites découvrir énormément d'auteurs ou même énormément de textes peu connus, de textes connus. Et ce que je trouve absolument formidable, je le disais tout à l'heure à votre éditeur, c'est que les femmes sont très présentes. Hein. Souvent, dans les anthologies de poésie, les femmes sont un peu reléguées, invisibilisées, comme on dit aujourd'hui. C'était vraiment l'une des envies de départ, de faire la part belle aux poétesses. Enfin, c'est venu comme une évidence. C'était pas un cahier des charges avec ça écrit dans le marbre, mais c'était tellement flagrant à travers toutes les anthologies que j'ai pu avoir entre les mains depuis toujours, depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Alors ça s'est un peu condensé maintenant dès que j'ai su que je travaillais là-dessus. Mais oui, la part des femmes dans les anthologies est ridicule. Ou alors il faut acheter une anthologie de la poésie féminine. Et là c'est du 100%. Mais, et encore, c'est du 100%, mais qui ne va pas très loin, qui n'explore pas tout. Et or, à travers tous les siècles, les femmes ont écrit sur l'amour, ont écrit sur la condition féminine. Il y a des textes qui revendiquent une place plus importante, où on se moque de l'homme qui, lui, a le droit d'écrire, alors que la femme, c'est au mieux un pince-temps, voilà, un petit défouloir comme ça, de boudoir. Mais ce n'est pas sérieux de la poésie féminine. Et je la trouve, voilà, comme chez les hommes. Il y a de tout, mais il y a des belles choses. Et je trouvais ça tellement injuste, quoi, mais c'est vrai dans la musique aussi, chez les femmes compositrices, etc. Enfin, les siècles ont effacé. Ou alors, on en garde toujours les mêmes. Alors, c'est Louise Labbé, mais c'est jamais exhaustif. Et moi, j'ai voulu le rendre un peu plus exhaustif. On peut mieux faire encore, hein, mais j'ai été les chercher, et pas très loin, hein. Elles sont là, il faut juste aller les trouver dans les livres, sur Internet, partout, et puis on voit le Moyen-Âge a été une période, enfin j'aime pas cette appellation Moyen-Âge, parce que ça pourrait vouloir dire qu'il y a des âges supérieurs, et là c'était moyen, mais il s'est passé plein de trucs, tout le temps, comme à toutes les époques d'ailleurs, mais il y avait énormément de trouvères, des femmes qui écrivaient, qui chantaient. La poésie était chantée. Et il y a une foule de textes magnifiques, magnifiques. Vous le disiez à l'instant, vous avez travaillé pendant une année sur ce recueil. Comment avez-vous procédé? Est-ce qu'une lecture en entraînait une autre? Est-ce que vous aviez une méthode de travail? C'est exactement ça. Ouais. Non, aucune méthode de travail. Je fuis la méthodologie. Je crois que ce qui compte, c'est
Ce qui compte, c'est de quitter un port. Après, on se démerde. C'est comme quand on fait la guerre, paraît-il, j'ai jamais fait la guerre, mais entre le plan de bataille et ce qui se passe sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Eh ben, partir avec une idée préconçue ne peut que vous condamner à rester dans le petit cadre que vous êtes fixé, parce que quelle que soit notre imagination ou notre ferveur, eh ben, ça va être un tout petit cadre. La vie est beaucoup plus riche, le hasard est beaucoup plus formidable que l'imagination la plus débridée, quand elle est envisagée. Et je crois à ça beaucoup, que comme quand on écrit un roman, le style vient d'un désordre, vient je fais ce que je peux. Et puis, on s'aperçoit qu'à un moment donné, quelque chose s'ordonne. Mais je fuis, moi, les choses trop annoncées, trop réfléchies, trop pensées, j'aime bien, dans la poésie, même la poésie la plus compliquée, la moins accessible, oui, pointer du doigt l'échappement, là où le poète, homme ou femme, s'est fait avoir. Voilà. Je suis sûr que aux saisons, au château, il l'a subi autant que nous. Mais qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Lui aussi, je pense qu'il sait dire Rimbaud. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui lui sont venues, d'on ne sait où, mais et il a ordonné après. Il a emboîté, il a imbriqué. Mais je crois à ces jaillissements-là. Donc, pas d'ordre, pas de méthode, juste une envie farouche de me jeter là-dedans et puis de faire feu de tout bois. Et effectivement, comme vous le disiez, une lecture en entraîne une autre, un nom, on se dit tiens, c'est qui ça? Et puis hop, on va voir. Et puis après, c'est commander des livres qui arrivaient toutes les semaines, et puis les ouvrir, et puis les lire. Donc c'est presque un peu honte de dire que c'est un travail. Ce n'est pas un travail. Enfin, si, quand même. Mais je regarde vers mon éditeur. Mais c'est joyeux. Vous vous rendez compte? Passer toute une année à lire de la poésie et à dire ça, non, ça, peut-être, ça, je ne sais pas, on va voir. Et puis après, de se dire, tiens, ça fait écho à ça. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, un petit ordre s'installe. Alors après, il m'est venu souvent... j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui rendaient hommage à Hugo. Alors je me suis dit, tiens, on va les mettre, tous ces hommages à Hugo, comme ça. Il y en avait quelques-uns sur Notre-Dame. Et je me suis dit, c'est pas mal. Ouais. On a vécu un petit trauma avec Notre-Dame, donc mettons ça dedans. Des choses comme ça qui me sont venues. Des petites thématiques, mais qui ne courent pas tout le livre, mais toute l'anthologie. Mais voilà, des petits clins d'œil comme ça qui sont... Et j'ai voulu que ce soit... libre, pas déjà tous les poèmes qui sont dedans, c'est parce que je les ai lus, je les ai aimés, ou je leur trouvais une pertinence en tout cas, et donc déjà je trouve que il y a assez de moi là-dedans, et j'avais pas envie de guider les yeux et l'âme du lecteur en disant j'ai aimé ça parce que nanana nanana. Moi j'ai souffert de ça, j'ai pas envie de faire souffrir les autres de ça. C'est-à-dire que je pense que, je dis ça alors que j'ai écrit une introduction, mais c'est une introduction qui j'espère donne envie de lire, mais c'est pas une introduction explicative, mais je trouve que toutes les préfaces devraient être des postfaces en fait. Il faut que laissez-nous libres avec les auteurs. Et après, si je ne comprends pas, je vais aller voir en fin de livre ou sur Internet ou demander, lever la main si je suis dans une classe et qu'il y a un prof en face de moi. Mais laissez-nous libres, laissez-nous pas comprendre, laissez-nous patauger avec ça. Et ce qui me plaît dans les premiers retours, c'est ça, c'est qu'il y a une sorte de lisibilité comme ça. On n'est pas guidé. Et ce que j'aurais pu... certains poètes m'accompagnent depuis longtemps, pas tous, mais un certain nombre. J'aurais pu écrire 2-3 bafouilles, mais d'abord, pourquoi dire en moins bien ce qui a été écrit par des spécialistes, parfois vachement bien, et puis j'avais pas envie de les paraphraser, et puis surtout, si c'est là, c'est que j'aime, donc pourquoi le redire? Est-ce que quand vous découvrez un poème, vous éprouvez tout de suite le besoin de le dire? Mais je crois que la voix haute, comme dit, je crois, Suzanne Julliard, c'est l'aboutissement de la poésie.
la poésie qui reste dans un livre, c'est déjà un bon bout de chemin, mais ce n'est pas la fin du chemin. La fin du chemin, c'est ce qui se passe ce soir, la voix haute. C'est pour ça que je conseille, dans mon introduction, de les dire à voix haute, pour soi, et puis après, quand on se sent un petit peu à l'aise, pour les autres. Même si c'est un extrait, un vers, une expression, de dire, tiens, écoute ça. C'est ça la poésie, c'est vraiment ça. C'est le stade final, et c'est fait pour ça. Et pendant des siècles, ça a été ça. La poésie, avant Gutenberg, déjà, c'était un peu pénible d'écrire un bouquin. Ça coûtait cher. Il fallait avoir plein de moines. Et donc, finalement, on l'a chanté. On allait de château en château, et puis on chantait. Enfin, c'était une voix parlée, parfois, c'était chanté. Enfin, les enregistrements sont moyens, donc on n'a pas vraiment de preuves de tout ça. Mais en tout cas, c'était accompagné, et c'était rythmé. Et je pense qu'il devait y avoir, comme il y a d'ailleurs dans certains peuples, où finalement le ton n'est pas important. Souvent, c'était la scansion. C'était la scansion qui comptait plus que la façon dont on rythme le texte était plus importante. L'interprétation, je crois que c'est venu beaucoup plus tard, au fil des siècles, il me semble. Mais bon. Mais oui, bien sûr, j'ai lu tout ça à voix haute. Tout ce qu'il y a là-dedans, je l'ai lu à voix haute. Et je crois 72 heures avant de le rendre, pour qu'il soit imprimé, j'étais à Annemasse avec mon camarade Vincent Garanger. On jouait la pièce Lazzi. Et la ville aide beaucoup à rester à l'hôtel. Donc j'étais dans ma chambre, j'avais du boulot, et j'ai lu toute l'anthologie à voix haute, pour être sûr, pour me dire, voilà. Et alors ça fait le mec qui vend son truc, mais c'est un roman en fait. C'est un roman, c'est une histoire que je ne pouvais pas prévoir du tout. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit extrait comme ça, sans dire les auteurs, parce que je crois que c'est nous tous qui parlons dans chacun. Et c'est nous tous. Et c'est ça que j'ai voulu dire avec cette anthologie. Ça nous appartient. Et c'est pour ça que j'ai voulu terminer par des poèmes écrits en atelier d'écriture avec des enfants. C'est pas pour assurer une génération de poètes. Tous ceux qui ont fait ça, on fait de la merde après. Mais c'est juste pour dire que ça nous appartient. Et que la poésie n'est pas la propriété d'un collège, comme on disait il y a quelques siècles, d'une école ou d'un bagage intellectuel. Non, pas du tout. Et c'est en cela que moi, enfin, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais la poésie est pour moi l'art le plus ultime, le plus délicat, le plus perfectionné et le plus populaire. Et je crois que la musique fait ça aussi. Mais on a tous un vers en nous. Un vers, ça va, 2 vers. Mais on a tous un vers en nous. On a tous un bout de tirade, une expression. Même Jacques Chirac, quand il a dit abracadabrantesque, et ben voilà, un mot. Et c'est chouette. Et je pense qu'on a tous ça. Alors Pompidou, on avait plus que Chirac. Mais c'est formidable. Et je crois que c'est partagé. C'est infiniment partagé. Qu'on soit resté longtemps à l'école ou très peu, finalement, il y a quelque chose. On a tous un bout de poésie, quelque part, une chanson. Mais justement, à propos de l'école, vous dites dans la préface que, au fond, l'école fait du mal à la poésie. Pourquoi ? Alors, parce qu'elle la met en prison ? Alors, je m'empresse de dire qu'il faut enseigner la poésie. Mais ce que je veux dire, c'est que la poésie, c'est contondant, c'est coupant. Or, à l'école, on s'intéresse au flacon, pas à l'ivresse, comme disait Musset. Enfin, on s'intéresse à la forme, l'alexandrin, le sonnet, Clément Marot, tout ça. Et on essaye d'attirer l'élève sur des constructions. Mais la poésie, c'est le sens. C'est le sens.
si l'éducation nationale savait à quel point la poésie est dangereuse pour la jeunesse, on ne l'enseignerait pas du tout, je crois. Moi, Rimbaud, ça me blesse. Jean Genet me heurte. Je suis bien content de l'avoir découvert sur le tard. Je trouve que la poésie, quand on s'intéresse au sens, quand on est sensible au sens, c'est dangereux. C'est dangereux. Or, on fait de la poésie un objet d'étude, donc en général une note. On demande à l'élève de réciter, ce qui est le pire mot. On ne récite pas la poésie, on l'a dit. Ça ne se récite pas, c'est pas... comment dire... le mot ne me vient pas, mais c'est pas une sorte de prière comme ça. C'est pas un truc qu'il faut psalmodier comme ça. C'est pas une. Elle se dit, donc on s'intéresse au sens. Moi, j'ai fait 2 ans là un atelier en classe de CM2, donc ils ont 9-10 ans, et on travaillait François Tcheng, on travaillait Paul Éluard, on travaillait Shakespeare, on travaillait Corneille. Et je donnais à chacun un petit bout pour leur dire que ce n'est pas une performance d'apprentissage et de capacité à se mettre comme ça un long texte dans la tête, c'est juste « dis-le-moi ». Ce petit bout de phrase-là, dis-le-moi, à moi. Pour pointer du doigt avec l'élève que la poésie, comme la littérature, ce ne sont pas des supports académique. C'est pas Victor Hugo a pas écrit tout ça pour que ça devienne des dictées pour les élèves. Ce sont des gens qui ont envie de dire quelque chose à quelqu'un. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Toute littérature est un message dans une bouteille. Et ça, je le crois vraiment. Et quand on met le doigt dessus avec l'élève, là, tout d'un coup, quelque chose jaillit. Et on parle du sens et pas de la forme. Moi, c'est ça que je regrette. Et c'est la note aussi. C'est horrible, y compris même une très bonne note, mais c'est un 19 sur 20 en poésie, ça ne veut rien dire. Un 2 sur 20, j'ai eu 2 sur 20 en poésie. Dis donc. Oui. Mais c'est tellement bête. C'est tellement bête. Alors que la dire, s'amuser, en écrire, faire venir des poètes dans la classe, oui, bien sûr que oui, ça oui. Mais pas en faire un objet de sanction qui va compter dans la note finale et la moyenne et peut-être... voilà. Non, ça non. C'est ça que je voulais dire. Donc ça veut dire que pour vous, votre amour de la poésie n'est pas né sur les bancs de l'école? Eh bien, paradoxalement, si, mais grâce à un pas de côté. Grâce à un prof de français en classe de 5e qui s'appelait Monsieur Désir et qui avait un club théâtre. Et comme j'étais très timide, et le mot est faible, il a conseillé à mes parents de m'inscrire à ce club théâtre. Donc, comme tout ce que disaient les professeurs était parole d'évangile, le mercredi suivant, j'étais en train de faire du théâtre. Et je n'avais rien demandé à personne, et tout de suite, ça m'a plu, mais j'étais très timide. Donc, j'ai mis au moins 1 an avant d'oser aller sur scène. Et je ne savais pas ce qui me plaisait, mais ça m'a plu. C'est un peu comme, je crois que c'est Jean Cocteau qui disait, il paraît que la poésie est inutile, mais je ne sais pas à quoi. Mais j'en suis sûr que ça l'est. Et c'était pareil. Ça me plaisait, mais qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Je ne sais pas. Mais ça me plaisait. Alors maintenant, j'ai une petite théorie là-dessus, mais c'est... J'aimais bien d'abord ce frottage humain-là, d'être avec des grandes troisièmes, le prof qui n'est plus tout à fait un prof, qui n'est pas encore un copain, mais qui est un petit machin entre les deux, un chaînon manquant entre l'amitié et le professorat et tout. Et déjà, ça aide à mieux aimer l'école, et puis on entend les mots. Et quand on est nul en orthographe, comme je l'étais, quand j'avais 0 tout le temps, du coup, c'était très difficile d'écrire. Donc on réduit son vocabulaire. On dit, ce mot-là, je le connais, donc je vais le mettre. Oui, mais je l'ai déjà mis avant. Ah oui, je vais le remettre alors. Et parce qu'on a peu de mots, donc on ne s'aventure pas. Et là, tout d'un coup, l'oralité, ça vous donne des mots. Alors évidemment, on peut se faire avoir au moment des liaisons, mais ça, c'est terrible. Mais
mais il suffit de regarder après sur le papier. Mais on s'en sort. Et là, tout d'un coup, l'oralité m'a fait venir à l'écriture. Voilà. Donc, oui, c'est par l'école, mais une école un peu, voilà, un pas de côté de l'école. Et le mercredi après-midi, c'est le mercredi après-midi qui m'a fait aimer l'école, en fait. C'est... Voilà. Mais quel est le plaisir spécifique de dire de la poésie par rapport à jouer un texte de théâtre? Ah, c'est une bonne question. C'est un peu comme... pour moi, la poésie, c'est de l'huile essentielle de sens. Au théâtre, je vais devoir parler longtemps avant que vous soyez en accord avec moi, avant que vous compreniez l'histoire, avant que vous soyez embarqué. Souvent, voilà, il y a un temps. C'est rare qu'une pièce commence comme ça, dès les premiers mots. Ah, on est ébloui. Ah, merci. Non, c'est... il y a les fameuses scènes d'introduction dans le théâtre classique, tout ça, où on expose, d'exposition, pas d'introduction, où on expose l'intrigue, etc., etc. Et en général, ça commence à secouer un peu vers la fin de l'acte 2, voire le début de l'acte 3. D'ailleurs, Tartuffe intervient, il a tout compris, il intervient à l'acte 3 directement, il laisse les autres parler de lui pendant 2 actes. Et c'est long. La poésie, c'est immédiat. Parfois, alors pas forcément totalement immédiat, mais c'est tellement condensé. C'est pour ça que j'utilisais cette image d'huile essentielle. C'est tellement resserré, c'est tellement une sorte de vigilance, de regard, de sensibilité à l'égard des autres et du monde que dès les premiers mots, quelque chose sonne. Même quand c'est pas joli. Parce que la poésie, c'est pas la quête du joli du tout. Le joli est une possibilité, mais c'est pas une fin en soi. Mais ça, tout de suite, il y a quelque chose qui peut claquer très vite. Et on est finalement dans une position, ça n'engage que moi, mais on n'est pas un personnage, d'ailleurs on l'est jamais, mais on ne se sent pas investi de quelque chose. On est passeur, on est au service d'eux. Et d'ailleurs, on devrait être comme ça sur scène avec les personnages. Mais moi, je crois à ça beaucoup. Je dis donc je suis. Voilà. Vous avez choisi dans cette anthologie d'intégrer des chansons. On a entendu tout à l'heure la chanson de Barbara, lue par Elsa comme un poème. Pour quelles raisons ces chansons sans la musique? Parce que je trouve qu'il y a de la poésie partout et que si j'avais pu, j'en aurais mis plus encore. J'espère, dans une prochaine édition, augmenter, frapper à la porte d'Alain Souchon, par exemple, aussi, de Jacques Higelin aussi. Quand vous lisez Champagne, cette chanson d'Higelin, « La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse », etc. C'est magnifique. C'est presque une pièce de théâtre aussi, cette chanson, d'ailleurs. Mais, je me souviens une fois, sur mon livre Mémé, j'avais été invité à France Culture. Et j'ai mis en citation 4 petits vers de... son nom va m'échapper. Hein ? Gérard Lenormand, merci. Dites-moi ce qui m'entraîne, dites-moi d'où vient le vent, où s'en vont ceux que l'on aime, dites-moi ce qui m'attend. Et la personne qui m'interviewait fait ah, vous avez mis Gérard Lenormand. J'ai dit oui. Quand même, Gérard Lenormand. J'ai dit oui, et Gérard Lenormand. J'ai dit mais vous trouvez ça joli ou pas? Oui, oui. Alors voilà, c'est tout. Faut se décontracter. Et vous prenez ça, moi c'est beau. J'ai envie de dire, même pas presque à quelques mots près, mais oui, il y a des sonorités de Verlaine là-dedans. Enfin, il y a une simplicité des choses. Si on prend que ça, paf, il y a une pureté, il y a une clarté.
quand Souchon dit « La vie, c'est du théâtre et des souvenirs, et nous sommes opiniâtres à ne pas vouloir mourir », c'est extraordinaire, ça. Et voilà. Amusez-vous à lire... D'ailleurs, j'ai failli le sélectionner, mais c'est chez Jean La de Brel. Vous le lisez. Oh, mais c'est à lire à haute voix, bien sûr. Hein. C'est merveilleux. Orly, c'est extraordinaire. Moustaki aussi. Voilà. Mais c'est pour... ne nous laissons pas brider notre envie, notre joie à s'ingurgiter de la poésie parce que des personnes auraient dit que ça en est, ça en est pas, ça c'est... Non. Et peut-être que dans mes choix, certains vont dire moi je l'aurais pas mis. Eh bien tant mieux. Mais ne nous bridons pas. Soyons ouverts, soyons volontaires et soyons purs de cette force qu'on peut avoir en disant c'est à moi, la poésie est à moi. Et si j'ai envie de trouver ça beau, je trouve ça beau et je vous emmerde. Et c'est comme ça. Et c'est ça. On n'a pas à se faire dicter ce qu'est la poésie, ce qu'est la littérature, la bonne, la mauvaise, etc. C'est pénible parce que ça condamne, ça ferme des portes. Or, on a tellement de mal à les ouvrir, ces portes. C'est tellement facile de fermer une porte. Comme un acteur sur scène, c'est tellement facile de le déconcentrer, de le déstabiliser, de le fragiliser par un metteur en scène abruti qui peut tout d'un coup faire une réflexion terrible. C'est tellement facile de faire ça. Il faut encourager tout le temps. C'est là qu'il y a une vertu, c'est là qu'il y a une âme. Il faut encourager, il faut susciter. Et si ça ne vous plaît pas, s'il y a des poèmes qui ne vous plaisent pas, tant pis. C'est ce que je dis d'ailleurs dans l'introduction. Passez à autre chose, c'est pas grave. C'est comme dans la vie. On croise des gens, bonjour, oh, j'aime pas celui-là. Et puis tout d'un coup, on va entendre au cours de la soirée cette même personne dire quelque chose de magnifique. Et on va se dire, mais oh merde, je l'aimais pas, mais il est pas con en tout cas, il est bien. Et oui, on peut se trouver heurté par un style. Et puis tout d'un coup, à force, après avoir lu d'autres styles, d'autres époques, d'autres hommes et femmes, revenir à cette rencontre qui ne s'est pas faite et se dire, finalement, j'aime bien. Ça m'a fait ça avec Gérard de Nerval, par exemple, mais il faut dire que j'étais traumatisé par... comment il s'appelle ? Je suis le prince à la tour, machin, le Eldé Ziscado, c'est ça ? Je me tourne vers vous, mais j'ai fait juste 3 mois en lettres modernes, pardonnez-moi, et il y avait une analyse froide de ce poème qu'on déglinguait comme ça, comme un moteur de bagnole, toutes les pièces étalées, en disant, voilà, c'est comme ça que c'est la poésie, c'est comme ça. Et ça m'a glacé. Je me suis dit, mais c'est horrible. Et là, je l'ai retrouvé, c'est pour ça que j'ai mis le poème sur sa grand-mère. Ça m'a rassuré qu'il écrive ça. J'ai redécouvert Lamartine, que je trouvais ennuyeux, comme ça, enfin long. Et oui, c'est long. Oui, ça peut être ennuyeux parfois. Et puis tout d'un coup, paf, au détour d'une strophe, d'un vers, enfin je ne sais pas si on dit strophe, mais d'un paragraphe, vous avez quelque chose qui vous claque comme ça, et on comprend pourquoi Rimbaud, il fait partie des voyants quand même, Lamartine, faut pas le... Oui, ouais, son poème Dans le désert, là, c'est extraordinaire, extraordinaire. On ne trouvera pas dans cette anthologie de textes décortiqués comme des moteurs de voiture. Hein. Ils sont vraiment là, sans appareil critique, en toute simplicité. On continue la soirée ? Ah, mais avec plaisir. Alors, quel est le programme ensuite ? Eh bien, j'aimerais bien qu'Émilie Loiseau nous rejoigne sur scène, qui nous a fait la gentillesse de venir. Merci beaucoup. On m'a dit qu'il y avait un piano, alors du coup, je me suis dit que j'allais lire au piano. Puis peut-être que j'en ferai un truc après du piano, je sais pas.
Alors moi j'ai choisi de lire, et merci Philippe de cette invitation qui me fait tant plaisir. J'ai choisi de lire Aimé Césaire sur pour expliquer un peu sur mon dernier disque, il y a un petit fil rouge qui s'est déroulé comme ça autour des volcans. Et ce petit fil rouge, il se trouve que ce texte, à un moment donné, est passé, enfin le fil rouge est passé par ce texte, voilà. Et qu'il a inspiré des choses. Dorsal bossal. Il y a des volcans qui se meurent. Il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans qui ne sont là que pour le vent. Il y a des volcans fous. Il y a des volcans ivres, à la dérive. Il y a des volcans qui vivent en meute et patrouillent. Il y a des volcans dont la gueule émerge de temps en temps, véritable chien de la mer. Il y a des volcans qui se voilent la face, toujours dans les nuages. Il y a des volcans vautrés comme des rhinocéros fatigués dont on peut palper la poche galactique. Il y a des volcans pieux qui élèvent des monuments à la gloire des peuples disparus. Il y a des volcans vigilants. Des volcans qui aboient, montant la garde au seuil du Kral des peuples endormis. Il y a des volcans fantasques qui apparaissent et disparaissent. Ce sont eux, les Lémuriens. Il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas les moindres. Les volcans qu'aucune dorsale n'a jamais repérés et dont de nuit les rancunes se construisent. Il y a des volcans dont l'embouchure est à la mesure exacte de l'antique déchirure. La force de regarder demain. Les baisers des météorites, le féroce dépoitraillement des volcans à partir de jeux d'aigle, la poussée des sous-continents arc-boutés, eux aussi, aux passions sous-marines, la montagne qui descend ses cavalcades à grands galops de roches contagieuses. Ma parole, capturant des colères, soleils à calculer mon être natif, natal, cyclope violet des cyclones, n'importe l'insolent tison, silex haut à brûler la nuit, épuisé d'un doute à renaître, la force de regarder demain. Et du coup, je me rends compte que c'est un peu insolent de confronter mes mots à cela, mais il se trouve qu'ils ont fait cela et puis d'autres lectures ont fait jaillir cette chanson. Voilà. Dansait sur un volcan, jouait sans souci du temps, c'est l'orage. Fragile, irréversible, envie d'être éternel. Se lever sans jamais se dire qu'on a perdu quelque chose. J'ai mis dans le jardin un cheval qui galope, un indien. Une maison dans les branches, un étang, des requins. Si on ne peut pas vivre sur la lune, irons-nous sur Neptune?
dessine dans la terre un monde imaginaire, mon amour. Je n'ai rien à t'offrir qu'une poignée de souvenirs. Danser sur un volcan, jouer sans souci de temps, c'est l'orage. Fragile, irréversible, envie d'être éternel. Eh bien, le grand échiquier continue et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Alexandre Obambé et Caroline Bentz. Merci beaucoup. Rien n'est vrai, tout est vibrant, tout passe, tout lasse, tout casse la vie. Ne suffit pas pour arriver à toucher le fond du silence, clarté qui fonde. Rien n'est dur, rien ne dure, tout passe, tout lasse, tout casse la vie. La vie ne suffit pas pour arriver à toucher du doigt sa vérité nue, clarté qui tremble. Rien n'est vrai, tout est vibrant. Tout passe, tout lasse, tout casse, la vie ne suffit pas, rien n'est dur, rien ne dure, et pourtant. Nous sommes et nous tenons prêts toujours à offrir salve d'avenir. Nous sommes et nous tenons, malgré bleu à l'âme, vague de mots, rêve à l'eau. Nous sommes et nous tenons en nous-mêmes, debout, debout, debout. Nous sommes et nous tenons en nous-mêmes, debout. Que restera-t-il de nos rêves, de nos combats, de nos espoirs? Rien. Il se peut que rien ne reste, mais si par un mot, oui, un mot, un seul, ou par un geste, oui, un geste, un seul, nous sommes parvenus à éveiller ou réveiller, élever ou relever une autre âme humaine en même temps que la nôtre, alors nous n'aurons point vécu ni écrit en vain. Que
Que restera-t-il de nos quêtes matérielles et spirituelles, de nos doutes et de nos certitudes? Que restera-t-il de nos poèmes au vent du large, nos utopies tressées avec le cœur à l'ouvrage et parfois même le courage du désespoir? Que restera-t-il des questions, des réponses, des questions sans réponse, des réponses sans questions? Que restera-t-il de jour et de nuit, de lumière et d'ombre en nous? Rien. Il se peut que rien ne reste, mais nous sommes. Et nous tenons dans nos mains en fleurs généreuses la vie est demi-temps qui file, étoile, des fils si brefs, éphémères instants. Et chaque jour, je demande audience à l'aube. Je cherche la cité interdite, le lieu dit du dire de l'amour. J'apprends à revenir à la page blanche, devenir horizon, source, ouvrir la voie, fleuve, tenter le ciel, feu. Marcher sans maître ni Dieu sur les traces de Joyce, Ulysse dans le vent des mots, Sisyphe sur le toit du monde. Je brûle mes impatiences, je flambe à la bougie des poèmes qui chantent hier, aujourd'hui et demain et jour. Je flambe à la bougie des poèmes qui chantent hier, aujourd'hui et demain et jour. Je flambe à la bougie. Des poèmes qui chantent hier, aujourd'hui et demain et jour. Il y a la vie, il y a l'avenir. Il y a le ciel, les oiseaux et l'amour, l'horizon, le soleil et la mer. Il y a les rêves et les poèmes à ne pas trahir. Il y a la vie, l'avenir, le cœur pour dire ainsi, mon cœur tambour et mon âme qui s'envolent près de la tienne. La paix revient, le monde redevient plus vivable quand tu souris. Il y a la vie, l'avenir, le ciel, les oiseaux et l'amour.
Il y a quelque chose chez la femme et chez l'homme, une vacuité sidérale, une forme de vide abyssal, une absence phénoménale, une vacance à être, une part manquante qui ne peut être comblée que par la poésie. La poésie. La poésie. Merci. Juste remercier encore Philippe Torreton d'accueillir mes mots dans cette si belle anthologie et puis de nous inviter au partage du feu qui nous brûle de vivre en poésie. Caroline Benz et moi. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais bien que Charles-Élie Couture puisse nous rejoindre. Merci. Il se trouve que j'avais mis ce poème en musique. Je l'ai retrouvé dans l'anthologie. Alors, quand Philippe a eu la gentillesse de me demander d'intervenir, je me suis dit, écoute, 3-4, c'est parti. C'est un classique, Le Dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux airs des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut, les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, en somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort sous le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit.
bobsleigh, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Merci. Mais maintenant, qui serait chouette comme au théâtre, c'est que tout le monde revienne sur scène. Elsa, Philippe, Émilie, Vincent, Marc, Alexandre, Caroline, tout le monde. J'aimerais bien que Philippe Robinet aussi nous rejoigne. Maintenant, je vais tirer au sort. Le livre est là et chacun va lire un poème. Non, merci beaucoup d'être venu. Merci.